Au sommaire de ce 13h, Donald Trump, officiellement élu 47e président des États-Unis d'Amérique, le scrutin dans le cadre de l'élection présidentielle a connu son épilogue avec les résultats. Quelle est l'ambiance au sein de la population américaine suite à cette victoire? Nous aurons en direct depuis New York Rodrigue Azinogwe pour plus de précisions. Un mort et 2 personnes aux soins intensifs au CHUD Borgou. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce mercredi dans les environs du marché dépôt. Les victimes, 3 élèves du centre privé, du collège privé d'enseignement technique Don Bosco de Parakou. Le directeur fait le point de la situation. Une journée de deuil décrétée et des mesures prises. Précision dans ce 13h avec Ulrich Abalo. Et puis les écoles bénéficiaires de la cantine scolaire de Parakou vont recevoir l'année prochaine un appui financier de 5 millions de francs CFA venant de la mairie de Parakou. C'est ce qui est en effet inscrit dans le budget exercice 2025 de la commune adopté lors de la session budgétaire tenue fin octobre 2024 dont vous aurez les précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Un accident de la route impliquant des apprenants avait depuis hier. Donc, que s'est-il réellement passé? Ulrich Abalo, bonjour. Bonjour Daryl Médégan-Fagla, mesdames, messieurs, bonjour. C'est une triste nouvelle, mais une vraie information. Impliqué dans un grave accident de la route qui s'est produit en début d'après-midi de ce mercredi 6 novembre 2024. Les 3 apprenants sont tous en formation au collège privé d'enseignement technique CEPET Don Bosco de Parakou. Alors qu'ils regagnaient leur domicile, après les coups de la matinée, l'accident est survenu dans les encablures du marché de dépôt dans le 1er arrondissement de la ville. Selon les témoins rencontrés par une équipe de la rédaction dépêchée sur le lieu de l'accident, les apprenants concernés étaient à 3 sur une même moto et faisaient de la vitesse. Ils ont échoué leur course dans un caniveau à ciel ouvert. L'information n'a d'ailleurs pas tardé à parvenir à l'administration de leur collège puisqu'ils étaient en uniforme. Rapproché ce matin, Hernan Codero, le directeur du CEPET Don Bosco, nous a, malgré son état de choc, accordé une interview. Il confirme et évoque les démarches déjà menées par son administration et lui-même suite à cette triste information. Hernan Codero. Hier, eu la nouvelle de 3 élèves qui ont fait accident à la sortie de l'école. Donc, l'accident s'est produit en ville. Et on nous a informé tout de suite, justement parce qu'ils portent la tenue de l'école. Ce sont des élèves de construction bâtiment et un élève de l'électricité qui avait fini les cours, évidemment, et puis il rentre à la maison. L'accident s'est produit à côté du marché des Poux. Donc, il y a un coin de la voie dont les caniveaux ne sont pas fermés. Donc, ce qu'on a compris, c'est que les enfants filaient et ils ont perdu le contrôle. Donc, la moto est tombée dans les caniveaux. L'accident a été très grave. Une réunion d'urgence a eu lieu ce jeudi matin, donc, Daryl Médégan-Fagla, au lendemain du triste événement qui a conduit l'administration de l'école à décréter toute une journée, bien entendu, de deuil. La rencontre a connu la participation des membres de l'association des parents d'élèves APE de l'école ainsi que des membres du conseil de direction du CEPET Don Bosco. Au nombre des décisions issues de cette rencontre, il est dit qu'aucun apprenant, qu'il soit mineur ou non, ne doit jusqu'à nouvel ordre arriver dans l'établissement au guidon d'une moto. Les parents sont également attendus pour une assemblée générale portant sur ce sujet. Il y a bien d'autres décisions que le directeur Hernan Codero évoque dans cet extrait. Nous avons fait une rencontre avec le conseil de l'APE, donc l'association des parents d'élèves, et notre conseil de direction nous-mêmes, avec la surveillance et les personnes qui composent ce conseil. On a vu que tout ce que nous faisons à l'institution, c'est beaucoup. Et il faut continuer à le faire. Nous voyons d'un côté qu'il y a la part des parents qui doit être faite. Donc nous interpellons beaucoup les parents d'élèves. On a pris quelques mesures. On s'était dit que les mineurs du centre ne devraient pas conduire la moto comme cela. Donc nous, on va pour le moment stopper les motos dans le centre. Ils ne viendront pas en moto. Une AG qu'on va tenir avec l'APE. Ça veut dire une assemblée générale des parents des apprenants. Et on va demander aux parents de s'engager. S'ils ont un enfant qu'ils donnent la moto,
ils s'engagent à encadrer l'enfant pour qu'il conduise correctement la moto, et évidemment, et ils vont signer une fiche. Comme ça, si quelque chose arrive, on ne va pas attribuer cela au centre. D'ailleurs, les accidents qui se passent, ce n'est pas au centre. Alors, Ulrich Chabalo, donnez-nous alors le bilan de cet accident et les nouvelles des victimes hospitalisées. Un mort et 2 personnes dans un état comateux, c'est ce qu'on retient essentiellement des informations glanées auprès des sources hospitalières ce jeudi en matinée. En fait, l'un des apprenants a perdu la vie hier même avant d'atteindre la salle d'hospitalisation. Les 2 autres sont en soins intensifs et l'information plonge leurs camarades dans une tristesse indescriptible. Rachidat et Jacob sont aussi apprenants du CEPET Don Bosco Parakou, rencontrés ce matin par Aquila Stako. Ils expriment leur consternation. Je suis proche de lui, j'ai l'habitude de causer avec lui, on se salue. J'ai l'habitude de m'appeler grande sœur. Quand il a la difficulté au cours, il vient me voir. Je lui explique un peu ce qui se passe. Comme j'ai eu l'information, ça m'a un peu choquée. Parce que hier, tout près à 10 heures, j'ai eu à échanger avec lui. Quand je mangeais, il m'a salué et je l'ai invité à ce qu'il vienne manger avec moi. Il m'a dit merci. Je connais au moins 2 personnes d'entre eux. Ce sont mes amis. Quand il y a des exercices à faire, donc, puisqu'il y a des professeurs qui nous gardent dans les mêmes matières, donc on collabore ensemble, on fait des exercices ensemble avec ces amis-là. Vraiment, quand j'ai appris la nouvelle, vraiment, j'ai été touché en moi-même. Et j'ai des blessures dans mon cœur. Depuis hier, je suis triste. Même à la maison pour manger, c'était difficile pour moi. Autres acteurs très touchés par la nouvelle de cet accident dramatique, ce sont les parents d'élèves. Tout en approuvant les décisions issues de la réunion d'urgence de ce jeudi matin, ils prodiguent des conseils aux apprenants et aux autres parents pour prévenir de tels cas à l'avenir. On écoute Idrissou Orougani, lui il est le président de l'association des parents d'élèves du collège Don Bosco. J'interpelle à tous les parents, de dire d'abord eux-mêmes n'ont qu'à voir que l'accident coûte plus cher que la scolarisation. Parce que côté d'accident, tu peux perdre carrément ton enfant. Tu peux faire des dépenses exorbitantes et ne pas le récupérer à l'hôpital. Chers parents, ne vous fatiguez pas de conseiller les enfants. Et au niveau de nos apprenants, je leur dis que rien ne vaut la vie. Nous apprenons que c'est des séances de raserie qui font sur la voie quand ils sortent. Ils sont pressés pour aller où? La vie est encore devant eux. De prendre conscience et d'appliquer les conseils. Prudence donc et tolérance également en circulation, surtout en cette fin d'année et notamment dans le rang des apprenants à qui les parents remettent les moyens de déplacement. Ok, merci Ulrich Chabalo. Cet énième cas d'accident fait réagir les responsables du Centre national de sécurité routière zone nord. Selon Prosper Wissou, c'est un drame qui pouvait être évité si les victimes avaient pris les dispositions nécessaires. Occasion pour le chef agence CNSR zone nord de revenir sur les actions entreprises à l'ensemble de son équipe pour garantir la sécurité des apprenants en cette rentrée scolaire. On écoute Prosper Wissou. Ce énième cas d'accident nous montre l'ignorance et la méconnaissance des règles élémentaires qui régissent le cours de la route, qui régissent le partage de la voie par les usagers de la route. Si nous prenons ce cas d'accident, nous pouvons identifier quelques causes. Il y a la surcharge, nous avons le non-port de casque et finalement nous pouvons comprendre qu'ils font l'excès de vitesse. Alors que ces 3 causes pourraient être évitées, c'est pourquoi dans nos communications nous insistons sur la surcharge. La route n'est pas un espace de jeu et quand on prend les adolescents, les enfants, nos apprenants qui sont ignorants, c'est qu'ils prennent la route comme un espace de jeu et ils font n'importe quoi. C'est pour cette raison que nous allons à leur encontre et nous leur demandons de faire très attention, de mettre en application quelques notions de code pour que leur vie soit sauvée.
Chef Anes Sénécer, zone nord, Prosper Ouessou. Un autre cas d'accident de circulation a été signalé à Bayarou, à l'entrée sud de Parakou, toujours ce mercredi 6 novembre 2024. Là-bas, ce sont deux véhicules de taxi qui sont entrés en collision. Le drame s'est produit alors que les deux chauffeurs tentaient de se faufiler entre les chicanes placées en face de l'école primaire publique. Le bilan fait état de plusieurs blessés dans le rang des passagers, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Confirmation avec ce témoin rencontré sur place. Il a pour nom Esaïe Nara. Nous étions assis au bord de la voie. On a vu deux véhicules qui se sont croisés au niveau de l'école primaire, là où on dépose les chicanes pour protéger les enfants, Beyerou. Donc, ces deux véhicules, l'autre en venant de sens inverse, l'autre a quitté Parakou, l'autre vers Kaourou. D'un seul coup, on a vu, ils se sont croisés au milieu. Et le véhicule venant de Parakou, lui, il a évité la barrière, il voulait s'arrêter et il a fait semblant de s'arrêter quand il a engagé. Il a engagé et l'autre venait avec à lui. Donc c'est là où ils se sont croisés au milieu des deux barrières. Donc ils se sont croisés, il y a eu des blessés. Beaucoup sont blessés dedans, mais on rend grâce, il n'y a pas eu de mort. Ceux qui sont blessés ont été évacués par les sapeurs. Ils sont venus, ils nous ont secourus, ils ont emporté ceux qui sont blessés à l'hôpital au CSD. Et il y a quelques personnes qui restent, et ils ne sont pas du tout blessés, et ils sont avec nous. C'est bon. Eh bien, je l'annonçais tantôt, Donald Trump officiellement élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Le scrutin dans le cadre de l'élection présidentielle a connu son épilogue. Quelle est l'ambiance au sein de la population américaine suite à cette victoire? Rodé Gazinogbe, bonjour. Bonjour Daryl Médégan-Fagla. À quoi doit-on s'attendre désormais avec cette victoire de Donald Trump? Écoutez, on doit attendre à ce que les républicains prennent le pouvoir à partir du 20 janvier, et c'est ce qui est prévu et c'est ce qui va se faire. Déjà, une équipe de transition va se mettre en place. Il faut savoir que dans ces conditions, le président en exercice, il lui reste à peine quelques semaines encore à passer à la tête du pays, il ne pourra pas avoir vraiment les coups de France pour prendre certaines décisions, parce qu'étant donné que en prenant des décisions qui vont mettre en jeu en quelque sorte en s'engageant sur certaines voies, ça va causer problème peut-être à son successeur. Donc, on met un peu de bémol dans la façon de gérer. Une équipe de transition va se mettre en place des deux côtés parce qu'il faut une interface entre les deux parties pour pouvoir organiser la passation en douceur du pouvoir. Donc, Donald Trump va se faire chaque jour un briefing de tout ce qui se passe au niveau étatique et puis au niveau mondial aussi. Donc, bref, on entre dans une période, disons, pacifique entre les deux parties où chacun doit, courber les chines pour que tout se passe bien. Alors, comment le Parti démocrate vit-il cet échec? C'est difficile pour le Parti démocrate parce que ils n'y croyaient pas. Mais en fait, comme je vous l'ai dit par le passé, lorsque vous essayez de voir un peu, de discuter avec les gens, c'était prévisible, même si les pontes du Parti démocrate étaient dans une hypocrisie collective, si on peut s'exprimer ainsi. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le parti ne s'est jamais relevé de cette affaire de retrait de Biden. Ça a été orchestré par Nancy Pelosi, qui est la patronne, l'une des ancêtres du Parti démocrate. Elle était speaker, c'est-à-dire président du Parlement, du Congrès, il y a quelques années de cela. C'est elle avec Bill Clinton qui ont manœuvré pour que Joe Biden puisse se retirer et laisser la place à Kamala Harris. Kamala Harris n'a pas fait l'unanimité. Il faut aussi comprendre que nous sommes dans un système où c'est pas évident qu'on laisse trop la place à la femme pour l'instant diriger ce pays. Donc il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Le nombre d'électeurs du Parti démocrate par rapport à Joe Biden il y a 4 ans est en nette baisse, c'est-à-dire que les démocrates ne sont pas sortis pour voter, et c'est ça qui a surtout pénalisé Kamala Harris. Au même moment, Trump n'a même pas atteint le score qu'il a fait il y a 4 ans. Donc c'est preuve que si les démocrates ont perdu cette élection, c'est à cause des dissensions internes, à cause des problèmes qu'ils ont en leur sein, et aussi à cause de la façon dont les États-Unis ont été dirigés ces 4 dernières années. Alors, quelle est l'ambiance actuellement au sein de la population américaine? Lorsque vous discutez avec n'importe quel citoyen pour savoir, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé?
pour beaucoup, c'est la joie. Hein. Pour certains, ils disent, mais bon, on verra ce que ça va être, parce que beaucoup ne croient pas aussi à un changement prôné par Donald Trump. Donc, on est dans une expectative. On attend de voir ce que cela va donner dès la prise de pouvoir de Donald Trump. Mais il faut s'attendre, comme d'habitude, à des décisions fortes qui seront prises, j'imagine, le jour même où il y aura l'investiture. Vous allez voir que tout cela sera orchestré de telle sorte qu'on aura une mise en scène avec des décisions qui seront prises. Parce que tout ça, c'est bien minutieux. Ils sont en train de préparer déjà les premières décisions fortes qu'ils vont prendre pour régler le problème de l'inflation. Parce que c'est ça qui pose problème aux Américains. L'inflation, tout coûte cher. La vie devient de plus en plus chère. Donc, il faudra régler le problème de l'inflation. J'imagine que des décisions hardies seront prises automatiquement le jour même où il sera installé à la Maison-Blanche. Et puis l'autre chose aussi, c'est la question de l'immigration. Des décisions hardies aussi seront prises. Donc il faut s'attendre à ce qu'on a vécu il y a déjà 8 ans avec Donald Trump par le passé. Alors, quelles seront les retombées, Rodi Gazinogbe, sur les pays africains? Aucune retombée à mon avis. D'accord. Il ne faut pas se voiler la face. Aucune retombée. Tout simplement parce que Donald Trump a été élu pour les Américains, pas pour les Africains. Donc il y a quelques programmes qui bénéficient aux Africains de la part de l'administration du gouvernement américain. Donc ces programmes vont se poursuivre, mais n'attendons pas des miracles, n'attendons pas que de l'argent coule sur le continent africain. N'oubliez pas, et c'est ça que beaucoup d'Africains oublient, que lorsque Donald Trump était au pouvoir, il y a quelques années, il a utilisé une expression qui n'a pas plu à beaucoup de monde et qui continue de marquer beaucoup aujourd'hui. Il a traité le continent africain de shithole, c'est-à-dire de trou de cul. Excusez-moi l'expression, je sais que la RAC écoute, hein, mais bon, excusez-moi l'expression, c'est ce qu'il a dit. Shithole, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il n'a aucune considération pour ce continent, donc il ne faudra s'attendre à rien. Les Africains doivent travailler eux-mêmes pour s'en sortir. Merci Rodrigue Gazinogbe pour toutes ces précisions en ce qui concerne donc l'élection du 47e président des États-Unis d'Amérique, et c'est Donald Trump. Vous avez suivi donc les précisions avec Rodrigue Gazinogbe sur l'ambiance qui prévoit actuellement au sein de la population américaine. Nous marquons une courte pause avant la suite de cette édition. Une information maintenant, voilà une nouvelle qui devrait réjouir les écoles bénéficiaires de la cantine scolaire à Parakou. Ces établissements vont recevoir l'année prochaine un appui financier de 5 millions de francs CFA venant de la mairie de Parakou. C'est ce qui est en effet inscrit dans le budget exercice 2025 de la commune adopté lors de la session budgétaire tenue fin octobre 2024. Sur les plus de 4 milliards 95 millions de dépenses et de recettes prévues, le conseil municipal n'a donc pas oublié ces écoliers qui ont besoin de bien s'alimenter pour bien suivre les activités pédagogiques. Une manière aussi pour le maire Inoussa Zimechabi et son équipe de s'aligner sur les ambitions du gouvernement dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée, volet cantine scolaire, un programme qui vise principalement à faciliter l'accès à la rétention des enfants à l'école. Place au sport. Et puis Van Chabi, bonjour. Bonjour Daryl. Le football de Chacus lance les travaux de construction du centre d'excellence des jeunes filles de l'Okossa. Oui, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin D. Chacus, qui était pour l'occasion accompagné des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et de quelques autorités politico-administratives de l'Okossa et du Mono, a procédé ce mercredi 6 novembre 2024 au lancement des travaux de construction du centre d'excellence des jeunes filles de l'Okossa. Il faut préciser que ce centre dédié exclusivement à la formation des jeunes filles sera donc le deuxième en Afrique après celui construit au Maroc. Les travaux sont prévus pour durer 18 mois et cette infrastructure, dès son achèvement, va s'ajouter à celle de Misrete et de Ndali dans le département du Borgou. Ligue des champions, Liverpool, Sporting Lisbonne, Monaco et Brest en tête
après la 4e journée. À la fin de la 4e journée de la Ligue des Champions, plusieurs clubs se distinguent, notamment Liverpool, qui vient donc en tête avec 12 points, suivi de près par le Sporting Lisbonne et Monaco, tous deux à 10 points. Brest, l'équipe surprise après sa victoire contre le Sparta à Prague, se place également dans le top 4. En revanche, le Paris Saint-Germain, après sa défaite contre l'Atlético de Madrid, 2 buts contre 1, se retrouve donc à la 25e place, mettant donc sa qualification en danger. La Juventus de Turin vient donc juste à la 11e place, pendant que City est remonté à la 10e place. Arsenal occupe la 12e position. Le Bayer Leverkusen est 7e. Tenez-vous tranquille, le Real de Madrid ne pointe donc qu'à la 18e place, un peu comme le Bayern de Munich qui est à la 17e place. L'AC Milan ferme donc le top 20 avec 6 points. Les autres clubs au bas du tableau sont l'Étoile Rouge de Belgrade qui totalise 0 points, un peu comme le RB Leipzig 32e, Sturm Graz 0 points avec qui est 33e également. Le Slovan Bratislav également à 0 points, un peu comme les Young Boys de Bern. Merci Epifane Chabi pour ces informations sportives. À présent, les informations sur le continent. Journal Afrique, Oral Winsou, bonjour. Bonjour à tous. On commence par le Mali vers les élections générales après plusieurs années de transition. La transition politique au Mali, commencée après le coup d'État de 2020, est officiellement terminée. Mais les élections générales tant attendues n'ont toujours pas été fixées. Aucune date officielle n'a été encore annoncée. De nombreuses personnalités politiques maliennes, adversaires ou soutiens du régime en place, assurent qu'une annonce surviendra d'ici la fin de l'année. Concernant la candidature du président de la transition, des divergences existent encore. Certains observateurs estiment que le régime pourrait prolonger son pouvoir sans élection. Au Gabon, ouverture de la campagne référendaire. C'est l'ouverture ce jour de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre prochain. Ce jour-là, les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou un non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité et divise les Gabonais. Le référendum est le premier rendez-vous électoral pour les militaires au pouvoir. Pour la bonne marche de cette campagne, le pouvoir togolais a dépêché plusieurs missions à l'intérieur du pays pour un travail d'explication du test auprès des Gabonais. Merci Aurélien Winsou, c'était les informations hors de nos frontières. Nous allons retrouver à présent, mesdames et messieurs, Epifane Chabi pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Vous allez en souffrir mais vous ne pouvez rien faire. Cette affirmation, devenue populaire depuis quelques années désormais, semble justifier les appréciations de la gouvernance talon pas des populations, visiblement convaincus qu'il ne leur est laissé que la possibilité de subir et de se conformer. Et même les quelques voix qui se veulent critiques semblent également persuadés que les critiques portées ne pourraient influencer la position des gouvernants actuels, fait savoir Matin Libre. Si le vacarme autour du nouveau code électoral se veut une illustration, il n'est pas exclu que certains estiment que l'adoption de la dite loi électorale émane de l'Assemblée nationale, représentative de la population béninoise, fait savoir la publication. Il serait toutefois important de rappeler combien la composition du Parlement majoritairement de la mouvance politique suscite diverses interprétations dans l'opinion, selon le journal qui précise que la seule évidence reste la levée de boucliers observée contre l'adoption de la dite loi électorale, mais surtout l'indifférence face aux cris et alertes quant à la menace que constitue le nouveau code électoral, notamment pour les prochaines élections générales de 2026. Outre ce code électoral, ajoute le journal, la plupart des réformes sous le régime de la rupture font l'objet de vives critiques. Et quand bien même certaines se révèlent pourtant nécessaires, beaucoup pensent qu'on ne peut faire le bonheur d'un individu sans qu'il ne se sente concerné. Des réformes économiques à celles du système partisan, sans oublier la gestion déléguée du port autonome de Cotonou, la liquidation des structures comme l'UNASA, les licenciements collectifs, la politique de privatisation, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, perçue par certains observateurs comme un instrument de répression politique au service de pouvoir, le code du numérique perçu comme une menace à la liberté d'expression et de presse, la libération des espaces publics, la restriction du droit de grève dans les secteurs comme l'éducation et la santé et bien d'autres. Les réformes sous la rupture suscitent souvent inquiétude
attitudes critiques dans l'opinion, fait remarquer le journal. S'il peut bien paraître incompréhensible que des décisions comme celle relative à la construction de nouveaux marchés urbains suscitent encore de critiques ou encore de polémiques, malgré son impact sur l'amélioration des revenus et du cadre de vie, il importe de s'interroger sur les réels mobiles de ces critiques, voire contestations, révèle la publication. L'autre cas qui suscite également moult interrogations reste l'interdiction de l'exportation du soja, grain de noix brutes de cadio, fait remarquer la publication. Il paraît donc évident, analyse Matin Libre, qu'au-delà des réformes, il y a un sentiment des populations dont semblent ne pas se préoccuper les gouvernants actuels. Et selon plusieurs observateurs, il se passe que beaucoup perçoivent les réformes et initiatives comme si tout leur est imposé sans requérir au préalable ou encore prendre en compte leurs préoccupations et suggestions. Les Béninois seraient bien convaincus que les gouvernants ne sont pas forcément animés d'une mauvaise foi, mais l'idéal serait la recherche du consensus comme socle des réformes et initiatives, même si l'on est de plus en plus certain que les critiques n'influencent presque pas la position gouvernementale. Il importe pour le régime de revoir son approche, si tant est que le chef de l'État espère toujours être porté en triomphe en fin de son mandat, conclut la publication. Dans la suite de cette revue et en conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, le gouvernement rappelle l'interdiction des affiches publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué. Le matinal Fraternité, Bénin intelligent, le potentiel et l'investigateur, les 4 vérités et bien d'autres publications en parler précisent que c'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement des villes du pays, notamment celle de l'espace indiqué. L'autre décision prise en conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, c'est la prise de plusieurs décisions dans le secteur de la santé. Et la plupart de ces mesures, selon le matinal, sont relatives aux modalités de contrôle sanitaire aux frontières, les conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, l'adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques, conclut les publications. Et dans la suite de cette revue, le Bénin a félicité le nouveau président américain Donald Trump élu. Félicitations au président élu et son vice-président élu pour leur victoire électorale. Le gouvernement de la République du Bénin se réjouit d'approfondir son partenariat avec les États-Unis, de favoriser la collaboration et de promouvoir la prospérité mondiale. C'est du moins par ces mots publiés sur le réseau X de Bénin Diplomatie que le Bénin a félicité les nouvelles autorités américaines. Ces mots sont intervenus suite à la réélection à la tête des États-Unis de Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris. Il a réussi à totaliser 295 électeurs contre 226 pour sa rivale, fait savoir le matinal. Et dans les dernières secondes, le matinal Les 4 vérités, le potentiel et bien d'autres journaux font savoir que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a prononcé en début de semaine son verdict dans l'affaire des 2 détenus poursuivis pour avoir induit du cannabis à la prison civile d'Akro-Misreti. Ils ont écopé de 5 ans de prison fermée d'1 million de francs CFA d'amende et aux frais. Les faits reprochés aux 2 prévenus se sont déroulés en mars 2024 à la prison civile d'Akro-Misreti et d'après l'accusation, le principal prévenu dans cette affaire depuis sa cellule de prison a demandé à un de ses amis à l'extérieur de lui apporter du cannabis. Lors du procès devant la Criette, la compagne a finalement été remise en liberté provisoire, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Et voilà, Fraternité, Midi Magazine, stop et fin. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. C'était le journal sur Fraternité FM.